Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Alors, une percée historique des forces anti-système eurosceptiques d'extrême droite qui plongent le pays bien sûr dans l'incertitude politique. Marine Le Pen a tweeté hier soir: l'Europe va passer une mauvaise soirée. Emmanuel Macron, on l'a vu tout à l'heure, a lui mis en avant le contexte de forte pression migratoire. Nous, on va tenter avec vous d'y voir un peu plus clair. Qui va gouverner l'Italie? Que va-t-il se passer maintenant? Alors, pour l'instant, en effet, c'est le gouvernement en place qui expédie les affaires courantes et qui risque de les expédier encore pendant de nombreuses semaines. Parce qu'au fond, à l'issue de ces élections législatives, il y a eu en effet beaucoup de remue-ménage, mais personne, ce soir, est capable de rassembler une majorité absolue de parlementaires pour le soutenir. La coalition de droite est nettement en dessous de la barre des 40%, dont on dit en effet que cela permettrait de dégager une majorité absolue. Le mouvement Cinque Stelle est un mouvement extrêmement important, c'est impressionnant, 32% des suffrages. C'est le premier parti italien, mais il n'a pas d'alliés. Pas de majorité absolue. Et donc, toute autre combinaison alternative, pour l'instant, n'est pas possible. Il va falloir attendre la mise en place des autorités parlementaires. À ce moment-là, le président de la République va pouvoir consulter, voir s'il peut dégager ou contribuer à faire dégager des majorités. Mais pour l'instant, c'est le scepticisme qui l'emporte. Oui, la vraie question, c'est comment éviter le blocage politique du pays. Et ce qui est un paradoxe, c'est que ce scrutin ait lieu en vertu du Rosette Eliumbi. C'était la nouvelle loi électorale qui était censée justement simplifier le système électoral. En effet, ça qui est ça n'a pas suffi. En effet, ce mélange de proportionnel et d'un peu de majoritaire n'a pas suffi à dégager de manière claire une majorité. Et puis surtout, il a propulsé au premier plan un mouvement Cinque Stelle qui est un mouvement qui a toujours dit, je ne veux pas rentrer dans des combines, des compromis. À la limite, je ne veux pas d'alliés, même si Di Maio, le nouveau patron du mouvement 5 étoiles, a laissé tout de même la porte ouverte. Alors, au moment où on parle, à la fois, ce soir, l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio revendiquent tous les deux la victoire et donc le droit de former cette coalition. Est-ce que c'est pas plutôt la droite là qui va réussir à la former, puisque justement 5 étoiles ne veut pas s'associer? Alors, le mouvement 5 étoiles, à la fois Di Maio et également d'autres leaders, hier soir, ont dit qu'il fallait venir les voir, venir les consulter. Donc c'est peut-être pour tenter de dégager une stratégie d'alliance. Du côté de la droite, bien sûr, les choses sont compliquées parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de 40%. Ils sont aux alentours, d'après ce que l'on sait, de 37% à peu près, donc en dessous du seuil de 40%. Et il y a eu à l'intérieur de cette coalition des droites, de manière claire, le mouvement de Matteo Salvini, la Ligue du Nord qui est passée devant Forza Italia et de manière claire, plus de 3 points devant Silvio Berlusconi. Et donc aujourd'hui, normalement, Salvini revendique pour lui le leadership de la droite, mais Salvini, pour l'instant, est incapable de dégager au-delà de cette coalition de la droite, à condition que Silvio Berlusconi soit d'accord sur le leadership de Matteo Salvini. Ils sont incapables de dégager une solution majoritaire. Pascal Perrineau, comment on explique la radicalisation de l'échiquier politique italien? L'Italie, c'est la 3e économie européenne. Comment l'Italie peut aujourd'hui être si radicalisée? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une Italie qui va mal économiquement. Quand vous regardez le taux de chômage, c'est un taux de chômage qui est à 3 points au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Quand vous regardez le taux de pauvreté, il faut savoir qu'aujourd'hui, 5 millions d'Italiens sont en dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté a connu une croissance phénoménale en Italie et la machine italienne, depuis 10 ans, au fond, la machine économique ne redémarre pas véritablement. Donc il y a, une souffrance économique et sociale qui s'est exprimée au travers de ces forces anti-système, la Ligue du Nord à droite et dans un espace indéfini pour le mouvement 5 étoiles. Et puis il y a également, bien sûr, et le président Emmanuel Macron vient de le dire, il y a la question migratoire. Si vous voulez, l'Italie est le pays qui, en Europe, est le plus exposé à ces flux migratoires. Et il y a eu une croissance extrêmement forte de la population issue de l'immigration. Alors, la question migratoire, on va y venir dans un instant. Mais tout d'abord, juste une dernière question sur l'échiquier politique. La gauche du gouvernement, la gauche réformiste, c'est un énorme échec ce soir. Ah oui, c'est un très sévère échec pour la gauche. Il faut dire que la gauche était aux manettes et qu'en ce moment, en Europe, très souvent, c'est assez difficile d'être aux manettes
de manière durable. Mais la gauche italienne, comme j'allais dire presque toutes les gauches en Europe, est dans une crise d'identité. Au fond, beaucoup d'Italiens, comme beaucoup d'Allemands, beaucoup de Français, se posent aujourd'hui une question sur qu'est-ce que c'est que les solutions proposées par la gauche dans une économie ouverte et dans un monde ouvert. Et comme ils n'ont pas la réponse, ils sanctionnent les formations de la gauche. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à la situation de la gauche aujourd'hui dans notre pays. Alors, la question migratoire, Emmanuel Macron, on l'a vu tout à l'heure, a mis en avant le contexte de forte pression migratoire, en faisant référence à ce vote, la crise migratoire. Est-ce que ça a beaucoup pesé justement sur ce résultat? Les Italiens ont accueilli 690 000 réfugiés. Est-ce que Bruxelles et la France ont abandonné l'Italie face à cette question? C'est en tout cas le sentiment qu'ont les Italiens. Alors, on le voit dans toutes les enquêtes tout au long de la campagne, la question de l'immigration est arrivée au premier plan. Alors qu'en Italie, jusqu'à maintenant, c'était une question importante, mais ça n'était pas la question essentielle. Là, on a vu que c'était la question essentielle, ponctuée d'ailleurs de manière dramatique en plein milieu de campagne par un assassinat. Vous voyez, ça a été tout de même extrêmement lourd. Mais il faut bien reconnaître que oui, les pays de l'Union européenne se sont largement défaussés sur l'Italie. L'Italie est géographiquement la plus exposée. C'est elle qui accueille de manière massive, en effet, des immigrés qui viennent du Sud. Et il faut bien reconnaître que la France, l'Allemagne, les grandes autorités de l'Union européenne, eh bien voilà, considèrent que c'est à l'Italie de se débrouiller. Et la solidarité européenne est réduite à son strict minimum. Donc c'est aussi une faute de la France et de l'Europe, des Européens. On peut dire, oui, que l'Union européenne porte sa part de responsabilité. Et d'ailleurs, dans le vote, vous le voyez, les Italiens ont bien entendu le message. Il y a une forte dimension anti-européenne dans le vote des Italiens, alors que, jusqu'à une date récente, l'Italie était un des pays les plus favorables à l'Union européenne. Alors, justement, la France, l'Allemagne, est-ce que cette percée populiste en Italie, elle pourrait mettre à mal la volonté franco-allemande de réformer l'Union européenne, qui, justement, avait regagné du souffle avec l'accord trouvé à Berlin avec le SPD pour une coalition, pour un gouvernement avec Angela Merkel? Que ce qui se passe au nord, le Brexit avec nos amis britanniques, ce qui se passe au sud, cette Italie qui maintenant donne une majorité de suffrages à des formations europhobes ou au mieux, j'allais dire eurosceptiques, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour l'axe franco-allemand qui cherche à se redéfinir. C'est-à-dire qu'il y avait un nouveau souffle. Emmanuel Macron avait trouvé un nouveau souffle avec cet accord trouvé avec le SPD en Allemagne et finalement le vote italien met à mal tout cela. Le vote italien met à mal tout cela parce qu'il faut bien voir que ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire le soutien à la grande coalition, c'est aussi la peur que les citoyens allemands ont de nouvelles législatives dont on sait qu'elle pourrait amener l'AfD, eh bien, en position de deuxième parti. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un acte de raison, cet accord en Allemagne? Bien sûr, il y a un acte de raison et dans le soutien massif que les adhérents du SPD ont apporté à la solution de la grosse coalition, il y a cette peur. Ils ont peur que leur parti devienne un parti en troisième position et ne soit plus un parti au cœur de la vie politique allemande. Une dernière question rapidement, Pascal Perrineau. Est-ce que cette percée de droite anti-système populiste en Italie, qui n'hésite pas, on le voit, à faire alliance avec l'extrême droite, en tout cas pour se faire élire, est-ce que ça pourrait être aussi une voie à suivre pour la droite française, pour Laurent Wauquiez et les Républicains? Alors, il y a certainement dans une partie de la droite classique en difficulté, et les Républicains aujourd'hui sont en difficulté, une tentation, c'est-à-dire de s'orienter en effet vers ces formations qui expriment le malaise par rapport au système, sachant qu'à la fin des fins, tous ces partis doivent faire très attention. Parce que très souvent, qu'on soit en Italie, en France ou ailleurs, les électeurs préfèrent, comme le disait jadis le patron du Front National, l'original à la copie. Donc très souvent, ça sert davantage la dynamique de ces partis. On l'a vu en Italie, Berlusconi s'est mis à parler comme Salvini. C'est Salvini qui a ramassé la mise. Il a été dépassé par Salvini. Voilà. Absolument. Et c'est Forza Italia qui est le parti qui, par rapport aux dernières législatives, a perdu le plus en Italie. Plus de 7 points. Très bien. Merci beaucoup. Merci Pascal Perrineau d'avoir répondu à la question. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Annick Billon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice de la Vendée, sénatrice centriste et vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris. Vous êtes rattachée au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste justement du Sénat. Laure Darcos est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains de l'Essonne. Vous êtes vice-présidente de cette délégation aux droits des femmes. Et puis j'accueille Agnès Serighelli. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Conseil national
des femmes françaises. Première question pour vous, Annick Billon, puisqu'on a vu ce projet de loi qui va être repoussé au 21 mars, mais on connaît déjà la position du gouvernement. Ça a été confirmé à la fois de la part de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, aussi de la part de Marlène Schiappa, sur cet âge du non-consentement sexuel. Le gouvernement s'oriente vers une fixation dans la loi à 15 ans. Alors, je dois dire que la délégation aux droits des femmes a souhaité prendre la mesure de toutes les violences faites aux femmes et ne pas uniquement travailler sur l'âge du consentement qui serait de 15 ans, de 13 ans ou pas d'âge du tout pour certains. Je crois qu'il y a un vrai travail de réflexion à mener sur ce sujet. 15 ans peut être une bonne solution et une solution bien perçue par le grand public, mais il faut aller au-delà de cet âge de 15 ans parce que ça a des conséquences lourdes pour les jeunes, entre les rapports avec des jeunes de 18 ans, des jeunes de 15 ans, et il ne faut pas méconnaître ces conséquences qui pourront être aussi un jugement moral sur les rapports sexuels. À quel âge il faut-il les avoir? Esther Benbassa, est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a une pression forte de l'opinion publique sur ce sujet en raison de différentes affaires? Oui, tout à fait. C'est après cette affaire de Pontoise, Sarah, puis Justine, c'est vrai que les parents ont été choqués, mais nous sommes toutes ici pour combattre les violences sexistes et sexuelles, et surtout lorsqu'il s'agit en plus de mineurs. Mais moi, je suis d'accord avec ma collègue, parce qu'on ne peut pas lier le non-consentement et l'âge. C'est pas possible. Parce que si une jeune femme, enfin une jeune fille a des relations à 14 ans et demi avec un jeune homme qui a 18 ans et 2 mois, est-ce que ce jeune homme ira aux assises? Donc c'est un des problèmes. Mais je comprends aussi l'anxiété des personnes qui attendent que nous fassions encore une loi. Nous avons le texte sur les atteintes sexuelles qui fixe l'âge à 15 ans. Nous avons le texte de 2010 sur la contrainte morale. Bon, mais écoutez, c'est quand même un problème. Est-ce que le législateur doit faire toujours une loi à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ou est-ce qu'on peut réécrire, revoir les textes qui existent? Laure Darcos, est-ce que vous pensez que ça va permettre de suffisamment assurer la protection des mineurs, justement, de fixer cet âge de consentement sexuel à 15 ans? Alors, c'est vrai que on a toujours surtout l'envie de ne pas paraître pour moralisateur dans toutes ces affaires. Moi, c'est vrai que je trouve qu'en tout cas, c'est une réflexion importante que nous devons tous avoir pour peut-être quand même prendre en compte que en dessous de 15 ans, les statistiques ont montré qu'en fait, les traumatismes peuvent être très, très grands et que des jeunes filles mûres dans leur tête, pour beaucoup, regrettent après l'acte sexuel qui a été fait entre 13 et 15 ans. Il y a peut-être une maturité aussi, alors on est bien sûr plus mûr qu'il y a 20 ans, 30 ans, hein, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Mais justement, en tout cas, je trouve que cette réflexion est bonne pour l'opinion publique et pour l'ensemble, en tout cas, des forces vives, pour qu'on puisse quand même voir est-ce qu'il n'y a pas quand même un accompagnement spécifique à avoir entre 13 et 15 ans? Je pense que, et bien évidemment, a fortiori en dessous. Moi, j'ai été frappée par, alors vous allez dire c'est entre mineurs, mais ce qui peut se passer dans des toilettes d'école où il y a des violences sexuelles absolument dingues, avec des chantages au portable pour une fellation ou autre acte sexuel encore plus grave. Je pense que ça peut permettre aux parents, parce que ça commence par les parents, d'avoir une éducation sexuelle peut-être différente, ou en tout cas de pouvoir parler avec les jeunes, de savoir ce que c'est qu'un acte sexuel. Voilà. Donc là, on n'est pas dans l'agression, mais je pense qu'en tout cas, le terme de majorité sexuelle peut permettre peut-être ce dialogue intrafamilial que nous n'avons pas encore eu. Votre position, Agnès Serigeli, justement... Il existe dans les atteintes sexuelles. Il existe, bien 15 sûr. ans. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, sur cette question de l'âge de consentement sexuel. Oui, moi je crois qu'il faut faire coïncider l'âge de consentement sexuel et l'âge de majorité sexuelle. C'est vrai que la loi du 5 juillet 1974 fixe la majorité civile et pénale. En 2006, on l'a complétée par une majorité matrimoniale. Et on a effectivement fait coïncider l'âge de 18 ans pour les filles et les garçons. Et je trouve, même si ce point de vue peut paraître conservateur, mais je crois qu'il faut être très innovant
est très exemplaire sur ces questions, puisqu'on parle de la sexualité enfantine. Moi, je crois qu'il faudrait aujourd'hui faire coïncider toutes les majorités. Et pourquoi finalement ne pas aller jusqu'à fixer la majorité sexuelle à 18 ans? Parce que je crois, oui, ça reste effectivement, peu de gens l'ont dit, mais aujourd'hui, on a oublié ce qu'est un enfant. Je dirais que les institutions internationales, l'Organisation mondiale de la santé, rappellent ce qu'est un enfant. Un enfant, c'est un mineur de 0 à 18 ans. Et donc, moi, je crois que la loi aujourd'hui doit être extrêmement protectrice. Je crois que l'État doit être protecteur de l'enfant et ne pas oublier ce qu'est un enfant. Alors, bien sûr, quand on interdit, par exemple, l'alcool ou la cigarette à un enfant, c'est vrai que cette loi est souvent contournée. Donc, il y a la liberté des mœurs et puis il y a l'État protecteur, il y a la puissance publique protectrice. Et je crois que ce serait une loi très exemplaire de fixer dans la loi la majorité sexuelle parce qu'elle n'est pas fixée. Je veux dire, elle est entendue, mais elle n'est pas fixée. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut fixer cette majorité sexuelle de manière très précise. Et voilà, moi je crois que... Vous allez interdire jusqu'à 18 ans d'avoir des relations sexuelles. Ça paraît compliqué, très osé. Je souhaite bon courage. Madame Salmona demandait ça. À l'heure des réseaux sociaux, oui. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant, sans le moindre... Moi, j'avais essayé, quand mon mari était ministre de l'Éducation nationale, de trouver des systèmes de verrouillage. À ce moment-là, ça n'était que des ordinateurs. Il n'y avait pas encore de smartphone quand les enfants travaillaient en classe sur les ordinateurs. Aujourd'hui, ils ont tous au moins 1, voire 2 smartphones et ils peuvent aller sur YouPorn sans aucune protection. Et ils vont voir ce qu'ils vont considérer comme un acte sexuel, qui est de la pornographie, sans avoir peut-être quelqu'un à la maison, un éducateur, un parent, qui va leur expliquer. Je ne dis pas qu'il faut que dans tous les foyers, on ne parle que de ça, mais je pense que la sensibilisation est importante et que vous ne pourrez pas, madame, le retenir jusqu'à 18 ans. C'est impossible. À moins de mettre la ceinture de chasteté. Absolument. Ceinture de chasteté. Moi, je crois que vraiment, là, on se limite à discuter de l'âge. La majorité sexuelle, l'âge, à quel âge on est dans un discours assez moralisateur, finalement. On est dans un discours moralisateur. Moi, je veux qu'on soit dans une société de respect. Et je rejoins Laure Darcos sur ces propos-là. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi les rapports entre les hommes et les femmes? C'est quoi le respect entre les hommes et les femmes? Alors oui, on va passer du temps dans ce projet de loi à discuter de 15 ans, 13 ans, pas d'âge, d'écart d'âge, etc. Mais le vrai sujet, c'est comment on va réussir à inculquer aux garçons et aux filles le respect des uns et des autres. Ça passe par l'éducation, ça passe par l'exemple dans la famille. Et tu l'as dit, Laure, l'exemple dans la famille. C'est-à-dire qu'à un moment, va passer à côté de son objectif, c'est ce que vous êtes en train de dire? Moi, je trouve très dommage qu'on rentre dans ce sujet par un âge. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question de l'âge. Les jeunes, ils ont des rapports sexuels. Et puis, il y a des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amour. Moi, j'ai pris le train ce matin. Je le racontais à mes collègues juste avant de rentrer sur le plateau. J'étais à discuter avec un monsieur qui m'a dit « Moi, tu vois, ça fait 35 ans que je suis mariée. J'ai connu ma femme, elle avait 14 ans. Et j'en avais 18. » Il aurait été accusé de crime, de viol. Les assises. Donc, aujourd'hui, mettons les moyens, enfin, pour qu'il y ait une vraie éducation sexuelle, c'est ce que tu disais, et ce que disait également Jean-Michel Blanquer a l'air d'ailleurs d'être d'accord et de s'impliquer. Oui, tout à fait, qu'il y ait une vraie éducation sexuelle, qu'il y ait de vrais freins à l'accès à la pornographie, et que aussi il y ait les cultures de l'exemple, que les parents soient des exemples. Et lorsqu'on va lutter contre les violences faites aux femmes, par exemple, que les enfants ne seront pas victimes, parce qu'elles sont toujours victimes, même passives, déjà on aura fait une avancée sur ces comportements déviants et très déviants. Et ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord, et pourtant on n'est pas toujours d'accord politiquement. Il faut aussi accompagner les mineurs à parler, parce qu'il faut aujourd'hui que ces mineurs parlent à temps, et qu'on n'attende pas 18 ans plus 30, puisqu'il y aura la prescription, que les infirmières à l'école puissent accompagner, qu'il y ait dans les mairies des points où, à telle heure, une fois par semaine, ces jeunes peuvent venir. Les urgences aussi. Les urgences, les médecins, les magistrats, ainsi de suite, même la police. Parce que
quand il y a un viol, une jeune fille qui va chez le policier, elle a envie de parler, mais souvent, ces enfants ne parlent pas. Et puis, on sait que la plupart des cas de viol se passent dans les familles. On ne va pas non plus se dire que la famille ne peut pas aider dans ces cas-là. Maintenant, on joue sur l'âge parce qu'on fait du populisme à la suite de ces affaires très malheureuses. Parce qu'à 11 ans, quand même, mais certains pays européens ont opté pour des âges minimaux de consentement, justement. Et oui, mais chaque pays a fait à sa manière. Ce matin, j'ai entendu Madame Salmona dire que il faut aller jusqu'à 18 ans pour les cas d'inceste. Non, mais on croit ça réaliste. Je veux bien qu'on fasse tout ça, d'accord. Alors, est-ce qu'on pourra le réaliser? C'est ça le problème. Agnès Rigelli. Oui, je rejoins effectivement ce qu'a dit Madame Salmona. Je crois qu'effectivement, elle a dénoncé, je dirais, la pédophilie. Elle a dénoncé... Aujourd'hui, quand même, la France, nous sommes dans un vide juridique. C'est-à-dire que la loi n'interdit pas les relations entre mineurs, les relations entre majeurs et mineurs, sur la question de la sexualité. Elle les condamne. Elle les condamne, mais je crois que si on inscrivait vraiment dans la loi, par un âge précis, par un interdit, on aurait une vraie sécurité juridique. Aujourd'hui, finalement, on laisse aux tribunaux une certaine forme de subjectivité. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ces deux affaires, où l'un, en tout cas, n'a pas été condamné. Il y a eu, effectivement, cette jeune collégienne de 11 ans qui a été violentée et effectivement, son prédateur n'a pas été condamné, montre effectivement l'urgence d'inscrire dans la loi un âge pour sécuriser juridiquement. Et puis, mais qu'est-ce que vous voulez sécuriser? C'est ça que je veux comprendre. Une présomption de contrainte. Oui, ça, c'était une alternative. Peut-être Laure très bien. Oui. La présomption de contrainte, ce qu'avait proposé justement le Sénat pour éviter nous avons proposé ça. C'était pour aller dans le sens d'Annick et de Mme Benbassa. C'était en effet de pouvoir peut-être à ce moment-là être moins sur l'âge, mais plus sur la différence d'âge entre la victime et l'auteur. Exactement. Et puis le non-discernement. Exactement. Le non-discernement de l'enfant, en fait, victime. Voilà. Enfin, de l'enfant, de la jeune femme. Voilà, parce que l'âge, c'est trop facile. La liberté. C'est comme si on pouvait régler ces questions que par l'âge. Est-ce que finalement, une appréciation subjective de la majorité sexuelle n'est pas contraire au principe de l'égalité ? Voilà la question que je pose. C'est-à-dire, tous les tribunaux, finalement, font part d'une certaine forme de subjectivité. Si on inscrit dans les textes de loi et qu'on fasse coïncider cet âge de consentement et cette majorité sexuelle, je crois qu'on réglera beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les résoudre. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, il y a beaucoup d'acquittements, il y a les viols sont souvent, la condamnation de viol est souvent transformée en atteinte sexuelle. Donc finalement, j'ai regardé les chiffres, il y a eu 1000 condamnations pour viol en 2015. Finalement, c'est très faible. Et 4700 condamnations pour agression sexuelle. Et combien de jeunes filles ont parlé ? Oui. C'est ça que je veux savoir. Quel moyen ? Moi, je pense aussi on racontait leur histoire. Non, et puis pour et on portait plainte. Ça n'est pas 18 ans, mais 15 ans, du coup, on peut dire que le président de la République a pris, en tout cas, alors que d'autres associations disaient le contraire, voulaient leur baisser à 13 ans, a pris ses responsabilités, en fait, en fixant en tout cas cet âge. Donc, après, quand vous dites que les tribunaux seront subjectifs et pourront traiter les choses différemment, non, à partir du moment où il y aura véritablement cet âge inscrit, en tout cas, là-dessus, vous pourriez être rassurés. Moi, je voulais juste pouvoir, en effet, comme dit Annick, on parle beaucoup, et c'est normal, des violences faites aux femmes, mais c'est vrai que dans l'éducation, je pense qu'il faut, je vais avoir un trait d'humour, il ne faut pas aller non plus basculer dans l'extrême inverse. Moi, j'entends aujourd'hui des jeunes hommes, des hommes plus mûrs, des collègues, qui deviennent traumatisés par ce qu'ils entendent. Et je pense qu'il faut faire attention. Alors bien sûr, là, on passe d'un extrême à l'autre. On n'est plus dans le viol, on n'est plus dans l'agression sexuelle. Mais faire attention que peut-être on n'aille pas trop loin. Alors justement, Laure Darcos, puisqu'il y a un autre volet du projet de loi qui concerne la verbalisation du harcèlement de rue, la création d'un outrage sexiste. Ce matin, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, estimait qu'il y aurait une amende de 90 €. On l'écoute. 350. Harcèlement de rue, vous confirmez, création d'une amende forfaitaire, on est bien d'accord ? 90 € de mémoire. 90 €, ça y est ? Ouais.
Le montant de l'amende est fixé. Mais moi, ce qui a été évoqué, c'est le montant qui a été évoqué. Bien. Ça ne fonctionne nulle part. Au Portugal, ça ne fonctionne pas. Le principe, aujourd'hui, c'est de remettre... En Finlande non plus, pratiquement pas. En Belgique non plus. Mais peut-être peut-on s'enrichir des expériences ratées dans les autres pays. Je n'imagine pas que nous ne soyons pas allés voir. On a l'habitude de faire des comparaisons avec les pays européens, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Annick Billon, est-ce qu'on peut verbaliser le harcèlement de rue? Alors, il y a deux choses qui me dérangent. Déjà, le harcèlement de rue. Déjà, voilà. Parce que moi, Comment je pense le qu'il y a définir? du harcèlement dans tous les lieux publics. Voilà, il y a du harcèlement qui n'est pas uniquement de rue. Et puis, ce qui me dérange aussi, c'est 90 €. Pourquoi pas 100 € finalement aussi. Donc jusqu'à 350. Jusqu'à 350. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème de la place des femmes dans l'espace public. La formation, l'éducation et comment on va former ces policiers qui vont aller verbaliser. Aujourd'hui, on n'a déjà pas réussi à les former pour recueillir des plaintes dans les commissariats. Vous allez dans un commissariat, dans un endroit, d'un bout à l'autre de la France, vous aurez des compétences qui y seront et des compétences qui n'y seront pas. Parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas suffisamment de personnel formé et de la formation continue. Donc il faut que d'abord, il y ait de la formation et le harcèlement de rue, vraiment, je trouve ça un petit peu caricatural. Comment l'appliquer? Je vous propose d'écouter la réponse de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes. Moi, je crois très sincèrement que les policiers, les forces de l'ordre sont en capacité totale d'identifier le harcèlement de rue. J'étais encore le week-end dernier en Sarthe avec la gendarmerie et la police pour travailler sur les violences envers les femmes. Et ce que me disent les policiers, les gendarmes aussi au demeurant, c'est qu'ils savent quand ils repèrent du harcèlement de rue, lorsqu'ils sont en patrouille, quand ils voient une jeune fille qui est intimidée, qui est suivie, qui est menacée, ils le voient bien. Il ne s'agit pas de mettre une amende pour quelqu'un qui aurait dit « vous avez un beau chapeau » ou « vous êtes très séduisant ou très séduisante » ou « est-ce qu'on peut discuter, etc. Il s'agit vraiment d'intimidation, de ce qui crée un climat malaisant pour les femmes, effrayant. Ça va être facile, Laure Darcos, pour les policiers, justement, de distinguer ce qui relève de la drague et vraiment du harcèlement. Alors déjà, il y a ça. Ça va être, à mon avis, très compliqué. Moi, je crois beaucoup plus à ce que est en train de mettre en place Valérie Pécresse, par exemple, sur la région Île-de-France. Dans les transports, sur les frotteurs. Tout le monde s'est moqué de ce terme. Mais j'ai fait des sondages, moi aussi, entre collègues. Ceux qui prennent des RER ou des métros, ont toutes eu au moins une, voire plusieurs expériences désagréables de ces frotteurs. Aujourd'hui, toutes les rames vont être bientôt avec des vidéos de surveillance. Il y a des patrouilles dans un espace beaucoup plus réduit. Attendons de voir ce que ça donne. Je pense qu'on aura sûrement plus de résultats avec des gens qui, en effet, sont facilement repérables. Et là, à ce moment-là, peut-être déjà que ça changera. Et je suis d'accord avec ce que dit Yannick, espace public, harcèlement de rue, ça paraît plus compliqué. Donc commençons déjà par les transports. Et Valérie Pécresse va dans ce sens. Serben Bassin. D'abord, les juristes pensent que ce n'est pas faisable. Tout simplement, une contravention verbalisable ne peut se faire sans passer devant le juge que par un agent assermenté et qui sait que la culpabilité est irréfutable. Alors pour cela, il faut que le contrevenant soit pris en flagrant délit. D'accord ? Et ensuite, l'agent ne pourra jamais avoir la culpabilité irréfutable parce qu'il n'aura qu'une présomption. Il dira peut-être ils sont copains, peut-être c'est un couple qui se dispute, peut-être que c'est deux cousins qui se connaissent, etc. Alors écoutez, les cas sont nombreux. Juridiquement, c'est impossible de... Comment on fait évoluer les comportements, Agnès Erigeli? Comment on peut faire évoluer alors justement les comportements? Je partage votre point de vue. Je trouve que c'est très difficile de verbaliser des sifflements, des mots, des attitudes, des gestes. L'espace public doit être un espace de liberté. Alors c'est vrai que dans le domaine des transports, au moins l'espace est circonscrit, donc c'est beaucoup plus facile de verbaliser. Mais je crois qu'il faut tenir un discours de vérité et d'authenticité, à savoir qu'on ne peut pas sécuriser à 100% l'espace public.
Je crois qu'il faut dire aux femmes qu'elles sont aussi responsables de leur propre sécurité. Et donc, les stratégies d'évitement, c'est face à de la goujaterie, parce que on ne peut même pas définir ça par du sexisme. C'est de la goujaterie. Voilà, ça a toujours existé. Et d'abord, c'est souvent... Mais la situation s'est peut-être amplifiée dans certaines banlieues difficiles pour les femmes. C'est compliqué aussi, Agnès Erigueli. Et donc, effectivement, moi, je crois que les stratégies d'évitement... Mais je crois qu'on ne peut pas mettre, en tout cas, un policier derrière chaque femme. Et de ce point de vue, c'est vrai que... Annick Billon, comment on fait pour protéger les jeunes filles, les femmes, justement, qui subissent au quotidien ce harcèlement de rue, même si vous n'aimez pas ce terme? Alors, à la base, je pense que la ministre, elle a voulu bien faire. Oui. En réalité, c'est que, comme vous le disiez, dans des quartiers, les femmes n'ont plus leur place, elles n'ont pas le droit d'aller dans certains espaces publics. Donc, à la base, c'est une bonne intention. Mais au final, on se retrouve avec quelque chose de totalement caricatural. C'est-à-dire que c'est même pas bon pour la cause des femmes, pour moi, cette mesure contre le harcèlement de rue. C'est caricatural. Et les avancées pour les femmes, elles ne passeront que par l'éducation et la formation. C'est ça qui va faire vraiment bouger les lignes. Et l'autodéfense. Et l'autodéfense, bien sûr. Voilà. L'image des femmes qu'elles ont d'elles-mêmes. Et c'est-à-dire qu'elles se donnent le champ des possibles. Et je crois que c'est ça qui va pouvoir faire bouger les choses. Et c'est pas forcément des mesures caricaturales de harcèlement de rue qu'on aura du mal à mettre en œuvre. Et comme on l'a vu dans le reportage, et à prouver, qui sont difficiles à mettre en œuvre partout en Europe. Alors je veux bien qu'on soit meilleur que partout en Europe, mais si ça a été difficile à mettre en place et sans aucun effet ailleurs, je ne vois pas comment nous, en France, avec le déficit de forces de police que nous avons dans les territoires, puisqu'il faut le dire aussi, il y a un déficit de forces de police, il y a un vrai mal-être au niveau de la police. Comment allons-nous mobiliser ces forces de police pour des nouvelles verbalisations? C'est un aveu d'échec, en quelque sorte, à vous entendre, mesdames, justement. On ne peut pas, s'en prendre à ces situations de harcèlement dans la rue au quotidien. Oui, enfin, c'est vrai qu'au moins, comme me dit Annick et mes collègues, hein, mais c'est... je pense que c'est bien d'avoir, en tout cas, attiré l'attention. Maintenant... Moi, je vous dis, je commence à en avoir aussi marre. Et la ministre est un peu comme ça, à ne parler des femmes qu'en victimes. D'accord. Je pense qu'il faut véritablement, et je pense que d'ailleurs, du coup, l'opinion des hommes changera, le jour où on pourra aussi se voir comme des femmes. Alors, vous parlez d'autodéfense, c'est de l'autodéfense verbale. C'est-à-dire que, comme par hasard, quand même, des femmes arrivent à très bien s'en sortir parce qu'elles ont de l'aplomb, parce qu'elles sont... On sait bien que les prédateurs sexuels vont vers les femmes les plus fragiles, elles les repèrent. Mais il faut pouvoir aider ces femmes, mais en même temps, en montrant également l'image d'une femme à l'égal de l'homme, dans tout domaine, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, dans le monde des médias et ailleurs, qui s'assume en tant qu'égal de l'homme. Et je pense que ça ira beaucoup mieux aussi, même pour nos pères, pour nos hommes. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Benjamin Morel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Également sur ce plateau, Jean-Yves Lecomte, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Jean-Marc Gabouty, bonsoir. Vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne, vice-président du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'accueille enfin Gérard Longuet, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Meuse. C'est une surprise, cette annonce, Édouard Philippe. Première question pour vous, Benjamin Morel. Ça ne faisait pas partie finalement de la révision constitutionnelle annoncée, cette restriction du droit d'amendement? Non, ça ne faisait pas partie de la révision constitutionnelle avancée, ça ne faisait pas non plus partie des propositions des assemblées. Or, on aurait pu quand même s'attendre à ce qu'Emmanuel Macron prenne plus en compte les propositions de Gérard Larcher et de François de Rugy dans le paquet constitutionnel final. Donc on a quelque chose qui est un peu un ovni, parce que c'est quand même un gros pavé dans la mare qui pose un énorme problème en termes de droit d'amendement, et pas seulement conjoncturel. Enfin, on est sur quelque chose d'énorme concernant le droit parlementaire depuis 1789. Donc on a quand même quelque chose de très lourd qui arrive un peu par la petite porte, et ça pose un certain nombre de questions, et ça entraîne une levée de bouclier qu'on pourrait considérer comme assez naturelle de la part des sénateurs et de certains députés. Comment comprenez-vous cette volonté du gouvernement de vouloir restreindre le droit d'amendement, Jean-Yves Lecomte? Une audace sans limite. On s'attendait bien à ce que la réforme constitutionnelle, ce soit finalement une réforme pour un petit Parlement au service de l'exécutif. Mais on n'attendait pas qu'ils aillent jusque-là.
Parce que finalement, avec ça, on attaque un des fondements de la Constitution. Enfin bon, quand on la change, on peut aussi changer les fondements. Un des fondements, c'est la liberté du parlementaire. Parce qu'en réalité, non seulement ça conditionne, ça limite le droit d'amendement, mais ça conditionne la possibilité pour les parlementaires d'amender à finalement leur soumission au groupe politique. Alors que jusqu'à présent, nous sommes chacun individuellement libres de faire les amendements que nous souhaitons. Or, avec cette possibilité, il est bien évident, comme pour les questions d'actualité, que ça dépendra du groupe politique. Donc finalement, on remplace les individus membres et parlementaires par finalement des pions qui seront au service de chacun des groupes. C'est absolument scandaleux. Finalement, on n'aurait pas imaginé cette audace, même si on voyait bien que l'idée, c'était de réduire le Parlement et d'en réduire les pouvoirs. Et c'est d'ailleurs l'ensemble des dispositions, que ce soit aussi en termes de rapidité de la discussion parlementaire, mais aussi en Justement, c'est faisant comme ça sauter que le gouvernement justifie cette mesure. Il veut plus d'efficacité, de rationalité. C'est vrai que Nicolas Sarkozy était au Sénat hier pour faire le bilan de la révision de 2008. On se souvient que l'examen du texte en commission était fait pour alléger la procédure en séance. On voit aujourd'hui que les amendements qui sont rejetés en commission sont de nouveau représentés en séance et que les débats s'enlisent parfois, Gérard Longuet. Non. Non. Non, c'est vraiment une perte de sang-froid de la part du gouvernement et une désinvolture à l'égard de la vie parlementaire. C'est d'ailleurs pas complètement surprenant. Pour une fois, je suis en accord total avec mon collègue. Mais ce système n'a de sens que dans les régimes parlementaires totalement proportionnels. Si vous prenez par exemple le Parlement européen qui est élu à la proportionnelle à peu près partout, y compris en France, le droit de parole est très strictement soumis à des règles de proportionnalité. Pas le cas du tout en France. Nous avons un scrutin majoritaire à l'Assemblée nationale, un scrutin majoritaire et proportionnel au Sénat, mais nous avons toujours laissé les sénateurs s'exprimer, à la fois pour des raisons techniques. Certains groupes ne sont pas présents dans toutes les commissions, beaucoup pour des raisons politiques. Et pour avoir été président de groupe dans un moment difficile, je me souviens par exemple d'un texte sur la réforme des retraites voulu par Nicolas Sarkozy. On passe 4 semaines, là où on pourrait passer 2 semaines. Et après, quand on voit les milliards engagés, quand on voit les millions de Français concernés par un texte, est-ce que cela ne vaut pas la peine de passer 1, 2, 3 nuits, même un dimanche, un samedi, que ça n'a aucune importance. Si les ministres considèrent qu'ils ont trop de travail, qu'ils mettent plus de ministres, mais qu'ils fassent leur travail, qui est de laisser la représentation. Nous sommes dans un régime parlementaire. Ce n'est pas une monarchie présidentielle. Il faudrait quand même l'accepter une bonne fois pour toutes. Jean-Marc Gabouty, ensuite Benjamin Morel. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette proportionnalité par groupe, qui est une parole peut-être maladroite du Premier ministre. Je vais être un petit peu moins sévère que mes collègues. Cette réflexion a le mérite de soulever la manière dont nous travaillons, y compris sur les amendements. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque vous avez un texte où il y a beaucoup d'amendements, il n'y a pas d'examen en commission. C'est-à-dire l'examen en commission, c'est oui, non, etc. Ça passe très vite. Je suis complètement d'accord sur le plan formel. La véritable discussion a lieu, je dirais, dans l'hémicycle. Donc, au lieu d'aller à cette solution un petit peu autoritaire, qui ne relève pas, à mon avis, du gouvernement, qui relève du règlement des assemblées, plus que du gouvernement, si on veut encore avoir un régime parlementaire digne de ce nom, il faut réfléchir quand même. On a vu quand même des textes avec des amendements qui se ressemblaient tous, qui donnaient des discussions qui étaient relativement longues. Ça n'a jamais paralysé les débats plus de 48 heures. C'est vrai, non, c'est pas une paralysie. Non, mais c'est vrai. Mais ralenti. Voilà, ça a ralenti et ça empêche peut-être aussi d'approfondir des amendements venant des différents groupes qui mériteraient effectivement plus de temps. Donc si cette question permet de réfléchir sur cette amélioration, la manière dont on peut traiter les amendements dans nos assemblées, ça sera une bonne chose. Je voudrais aussi rappeler que le Sénat vient d'expérimenter quelque chose que nous avons accepté. Il faut voir ce que ça donne, mais je crois que ça a l'air assez positif, c'est-à-dire d'amendements qui vont être votés en commission et qui ne seront pas redébattu sur le texte en sur le hémicycle. droit à l'erreur. Mais ça Voilà. pose aussi d'autres questions. Alors, on va y venir donc, peut-être. mais c'est une expérimentation. Je veux dire, donc, oh là, c'est moi qui sonne, excusez-moi. Donc c'est une expérimentation. Donc laissons. C'est Édouard Philippe.
Merci. Qui vous remercie. Je pense pas. Donc, moi, je crois qu'il faut se poser la question pour plus d'efficacité, c'est-à-dire associer efficacité et maintenir la liberté, mais la méthode ou la réflexion faite par le Premier ministre n'est probablement pas la bonne méthode. Est-ce que ça pourrait être inconstitutionnel, Benjamin Morel, de vouloir limiter justement ce droit d'amendement au nom de la remise en cause de l'égalité entre tous les parlementaires, puisque tous les parlementaires ne siègent pas, ça a été rappelé, dans les mêmes conditions. Dès le moment où vous modifiez la Constitution, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dedans, et tout d'un coup, ça ne devient plus inconstitutionnel. À Constitution constante, évidemment que ça l'est. Et évidemment que pour le coup, et ça pose des questions en ce moment, on parle référendum par référendum, ça rentre pas dans une loi organique, ça. Ça implique une révision réellement de la Constitution, et on a vu, je pense que le petit tour de table en a témoigné, que la ligne, elle n'est pas rouge, elle est cramoisie ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros problème en termes de droit d'amendement qui est posé. Ce qui ne signifie pas qu'en effet, il n'y a pas des améliorations à apporter. Et je dirais qu'actuellement, le Parlement n'a pas besoin de révision constitutionnelle pour apporter des améliorations à tout ça. Il y a en effet l'examen en commission, qui existe à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui peut en effet être une solution. Et pour conjurer les phénomènes d'obstruction, eh bien, il y a des outils qui ont été notamment on se souvient du temps programmé à l'Assemblée nationale, qui ont été introduits par la révision constitutionnelle de 2008. On a le temps législatif programmé à l'Assemblée nationale, on a également des mécanismes un peu moins contraignants mais qui existent au Sénat. Les grands phénomènes d'obstruction qu'on a pu connaître dans les années 90 ou dans les années 80, aujourd'hui, ils ont quasiment disparu. Alors oui, il y a des amendements qui sont des amendements politiques, qui sont des amendements d'opportunité. Mais il faut regarder un peu ce que disent les études en sciences politiques sur ces amendements-là et sur ces moments de tension, de fausse tension en séance. Eh bien, ce n'est pas forcément négatif pour le débat politique, parce que ça permet justement de conjurer une énergie négative, et cette énergie qui se déroule en séance, cette volonté de l'opposition de montrer qu'elle n'est pas d'accord, elle en témoigne en séance, dans le cadre démocratique, et pas dans la rue. Alors, pas seulement l'opposition, on peut être dans la majorité et souhaiter expliquer les raisons pour lesquelles on est en accord total, en accord partiel, ou le cas échéant en désaccord sur tel ou tel sujet. C'est notre dignité de parlementaire de pouvoir parler. Alors justement, avant de poursuivre ce débat, et vous aurez tous la parole, on va retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences avec la sénatrice centriste de la Mayenne, Elisabeth Doineau, justement sur cette question du droit d'amendement. Bonjour Elisabeth Doineau. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Le droit d'amendement donc pourrait être retouché. Il pourrait désormais être proportionnel à la taille du groupe parlementaire. Quelle est votre réaction? C'est une atteinte à la démocratie parlementaire? Très franchement, oui. Parce que la taille du parti ferait en sorte qu'on aurait droit à tant d'amendements, alors que finalement, c'est, je dirais, plutôt l'intelligence ou les compétences d'un groupe politique qui peut amener à amender plus ou moins sur un texte, quel qu'il soit. Donc, finalement, réduire le niveau du nombre d'amendements au niveau du nombre de parlementaires dans le groupe, c'est complètement incohérent. Et c'est en fait un déni de démocratie, c'est un déni de l'action du Parlement, c'est un déni tout court. Et aujourd'hui, je crois que la question n'est pas là. C'est comment justement on travaille sur le bicamérisme et comment on travaille sur justement cette capacité à faire vivre notre démocratie et à faire vivre les mots liberté, égalité, fraternité qui sont sur le fronton de tous nos établissements. C'est ça la démocratie. Et le Parlement, sur ses deux jambes, Assemblée nationale, Sénat, c'est ça qu'il faut faire vivre. Et nouveau coup de force, aujourd'hui, nouvelle surprise aujourd'hui du gouvernement, l'exécutif qui a provoqué la colère, bien sûr, des sénateurs, en demandant un vote bloqué sur cette proposition de loi du groupe communiste sur les retraites agricoles. Justement, vous le vivez comment? C'est un nouveau coup de force? Écoutez, on l'a vécu très très mal en commission des affaires sociales ce matin. Un vent d'indignation réellement de tous les côtés. Et c'est un mépris pour nous déjà du monde agricole. Surtout sur les retraités agricoles qui sont en réelle difficulté. On a tous été un jour ou l'autre interpellés par les petites retraites de personnes sur nos territoires. Et puis c'est un déni, un mépris encore une fois du Parlement, du travail du Parlement. Alors certes, cette proposition de loi, elle avait été votée à l'unanimité avant ce gouvernement. Mais on avait pensé qu'avec ce nouveau gouvernement, on aurait une nouvelle façon de faire la politique. C'est ce qui était annoncé, un nouveau monde. Or, finalement, ils emploient cet article 44.3 qui a été utilisé à une certaine époque par François Fillon et par Jean-Marc Ayrault. Donc, on se dit, mais est-ce vraiment le nouveau monde? Très bien, très bien. Merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Elisabeth Doineau.
Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. Est-ce que, Jean-Yves Lecomte, il ne faut pas malgré tout travailler sur l'efficacité et l'accélération du travail parlementaire? On entendait votre collègue sénateur de La République En Marche qui disait qu'il faut privilégier peut-être la qualité des amendements plutôt que la quantité. Ça, c'est chacun qui en décide. Hein. La démocratie, c'est de choisir. Mais ceci étant, la première chose, c'est que au regard de la liberté que nous avons de parler sur article et de déposer des amendements, il faut regarder que d'une manière générale, les débats se passent de manière très convenable et dans les temps imposés. Et si nous souhaitons avoir un Parlement plus participatif, avec plus de participation des citoyens à toutes les étapes de la procédure législative, ce qui est quand même une exigence démocratique essentielle, il faut que la procédure législative dure un peu plus longtemps que simplement la validation du projet de loi par le Conseil des ministres. Parce que finalement, quand on regarde ce que veut le président de la République, c'est, une fois que c'est passé au Conseil des ministres, un Parlement qui ne fait que voter ce qui a été adopté par le Conseil des ministres. C'est pas sérieux. Si on veut que la démocratie vive, il faut un temps de débat qui permettent aux citoyens de rentrer dans le débat, et les amendements permettent justement, au-delà de la discussion générale, de mettre l'accent sur les différentes inquiétudes ou sur les différents points qui sont évoqués dans un projet de loi pour aller plus loin, demander des explications au gouvernement. Lorsqu'on est dans un groupe minoritaire, on sait bien qu'ils ne vont pas être adoptés. Mais finalement, les amendements, lorsqu'ils sont bien déposés, ils font vivre le débat, ils mettent l'accent sur les points qui méritent plus d'explications. C'est justement ce que veut faire le gouvernement, Gérard Longuet. Non, il veut pas servir. Oui. Non, il veut structurer le débat autour des points forts, prioriser les amendements. Le gouvernement n'a pas à faire le scénario du débat au Parlement. Que le gouvernement fasse les projets de loi, les parlementaires, compte tenu de la liberté qu'ils ont depuis quelques années, enfin ça fait 6 ans que j'y suis, j'ai pas vu beaucoup de débats avec une obstruction systématique. En tête, j'en ai qu'un seul, avec une seule personne qui a fait l'obstruction à elle toute seule. Mais à part ça, c'était toujours très raisonnable. Elle se reconnaîtra. Gérard Longuet. Oui, d'abord, c'est vrai, factuellement, les textes passent et on observe une certaine fatigue. Même les textes les plus conflictuels sous le mandat du président Sarkozy. J'ai assumé des présidences de groupe. Bon, on sait très bien que la première semaine est perdue parce que tout le monde exprime son point de vue, pour ou contre d'ailleurs. Et d'ailleurs, ceux qui sont pour ont envie autant de parler que ceux qui sont contre. Parce que, si vous voulez, ceux qui sont pour ont envie de s'exprimer, dire, mais voilà, je défends ce texte pour telle et telle raison. Non, revenons à l'essentiel. Il y a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Et à ma connaissance, la Constitution française, c'est une constitution parlementaire où le pouvoir législatif appartient au Parlement avec une régulation en cas d'excès par des mécaniques relativement simples, la plus importante étant évidemment la dissolution, la plus modeste le vote bloqué ou la deuxième lecture. C'est un parlementarisme rationalisé, pour prendre une formule qui a fait florès dans les années 50. Vivons ce parlementarisme-là, mais que l'exécutif et que le président de la République acceptent l'idée qu'il n'est pas seul en France et qu'il y a aussi des Français qui sont représentés par leurs parlementaires. Elisabeth doit nous rappeler cet épisode encore aujourd'hui. On va voir ce qui se passe ce soir sur cette proposition de loi communiste adoptée par l'Assemblée nationale il y a un an à l'unanimité. Adoptée en commission, le gouvernement décide finalement de demander un vote bloqué par cet article 44.3. Là aussi, ça a été pris comme un coup de force. Moi, je crois qu'on ne doit pas renoncer à l'amélioration, et l'amélioration passera aussi peut-être par une plus grande concertation en amont des projets de loi. Parce que le gouvernement peut donner des explications, infléchir sa position en amont avant d'arriver, je dirais, à une opposition lorsque cela passe en hémicycle. Bon, on a des commissions qui fonctionnent plutôt bien, donc je crois qu'il y a un travail qui peut être fait, mais il faut une volonté partagée à la fois du Parlement et à la fois de... Parce que pour l'instant, on voit un recours aussi accru aux ordonnances, ça ne semble pas la direction que souhaite prendre le gouvernement. Des retraites agricoles, on est un peu piégé par le fait que c'est un texte qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, mais sous la mandature précédente. Donc s'il repassait aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il ne repasserait pas. Et il arrive au Sénat. Donc on est à cheval sur 2 mandatures, ce qui crée ce conflit. Moi, je suis d'accord avec le gouvernement sur le fond, mais je ne suis pas d'accord sur la forme. C'est-à-dire que sur le fond, que le gouvernement ne soit pas d'accord avec le mode de financement qui est prévu pour porter ces retraites à 85% du SMIC, je suis parfaitement d'accord, et je crois qu'au niveau du Sénat, on aurait pratiquement, l'unanimité. Par contre, que le gouvernement ne soit pas d'accord avec le mode de financement qui a été prévu dans le texte, c'est quelque chose qui peut se comprendre. En même temps,
bloquer complètement le texte la veille de son passage au Sénat, au niveau de la méthode, c'est pas acceptable. Au niveau du fonctionnement parlementaire, de se retrouver un petit peu devant cette... c'est un mépris du Parlement, Jean-Marc Gabouty. C'est un mépris du Parlement. Un mépris, je crois pas. Je crois que une maladresse. Voilà, je crois que c'est effectivement une maladresse. Ils se sont aperçus au dernier moment qu'ils ne pouvaient pas le laisser passer. Qu'est-ce qu'il leur restait comme moyen pour le bloquer? Les moyens qu'ils utilisent. Moi, je souhaite qu'on trouve le moyen ce soir de sortir par le haut, c'est-à-dire à la fois de maintenir la mesure qui a été votée à l'initiative des groupes communistes, parce qu'on doit dépasser ces critères de groupe sur certains sujets, à l'Assemblée nationale, que ça puisse être voté et qu'on trouve le moyen, disons, de tenir compte et d'accepter les propositions du gouvernement en matière de financement. Alors ça demandera peut-être un report du texte, je ne suis pas assez féru en procédure parlementaire. C'est qu'il y aura une conférence des présidents ce soir à 18h45. Ça serait bien de sortir par le haut, c'est-à-dire d'accepter ce que souhaite le gouvernement en matière de financement, mais d'accepter aussi le principe de la loi, qui est la revalorisation des retraites à 85% du SMIC. Benjamin Morel, on parlait de cet incident cet après-midi en séance, du recours accru aux ordonnances, de cette volonté d'encadrer le droit d'amendement. Qu'est-ce que ça dit des relations entre justement l'exécutif et le Parlement? Ça dit d'une certaine façon ce que n'a pas inauguré Emmanuel Macron. En plein débat sur la révision. Exactement, ce que n'a pas inauguré Emmanuel Macron ni ce gouvernement, qui déjà remonte un petit peu sous la Ve République, mais d'une certaine façon, l'exécutif guide et le Parlement suit. Et le rôle du Parlement, ce n'est pas que de suivre, c'est d'agir, c'est d'amender. Et on voit que les textes sont énormément retravaillés au Parlement. Ils sont déjà rendus beaucoup plus longs, ils sont souvent précisés, et c'est un travail qui souvent est nécessaire. C'est un travail qui permet justement de donner de la force à la loi. Parce qu'une loi trop imprécise, une loi mal faite, c'est une loi qui entre en contradiction avec d'autres lois, qui laisse aux juges et aux décrets d'application une marge de manœuvre extrêmement importante et parfois un peu dommageable. Parce que qui représente la nation ? C'est les parlementaires. Donc il y a un travail qui est nécessaire. Et c'est un travail qui demande du temps. Et on a l'impression avec ce gouvernement qu'en effet, ce temps, on n'a pas envie de le prendre. Que ce temps, il apparaît superflu et que d'une certaine façon, il faudrait aller plus vite. Il faudrait passer cet épisode parlementaire comme si c'était simplement quelque chose auquel il faut sacrifier, mais qui n'apporte rien. Or, c'est un épisode parlementaire qui est profondément nécessaire parce qu'il en va de la qualité de la loi et il en va tout bêtement de la légitimité de la loi. Ça va compliquer un peu plus les négociations, cette volonté d'encadrer le droit d'amendement, Jean-Yves Lecomte, sur les négociations sur la révision constitutionnelle. C'est peut-être pas tout à fait à moi de répondre, puisque les négociations, d'abord, c'est entre le gouvernement puis la majorité sénatoriale. On sait bien on voit bien qu'ici, à moins que le gouvernement, le président de la République souhaite faire ce que Gaston Monnerville avait qualifié de forfaiture, c'est-à-dire l'article 11, mais s'il respecte la procédure normale de la Constitution, l'article 89, ça doit passer par un accord entre finalement la majorité sénatoriale et le président de la République. Donc je laisserai mon voisin de gauche répondre à ce sujet. Une fois que je suis à gauche. Ça vient mettre un peu d'huile sur le feu, Gérard Longuet. On sait que les négociations, Jean-Yves Lecomte le rappelait, sont compliquées avec la majorité sénatoriale pour trouver un accord. Il concerne également le groupe socialiste, parce qu'après tout, on peut faire une majorité ad hoc. Mais en l'occurrence, je souscris totalement à l'observation de mon collègue Lecomte. Non seulement Gaston Monnerville avait parlé de forfaiture, et pourtant les circonstances étaient assez exceptionnelles, mais le Conseil constitutionnel ensuite a confirmé que la seule formule de révision possible, c'était celle de l'article 89, avec le vote préalable conforme des deux assemblées. Il y a beaucoup de dispositions qui ne relèvent absolument pas de la réforme constitutionnelle. Le gouvernement a une très grande marge de manœuvre. Le mode de scrutin en particulier n'est pas constitutionnel et personne ne songe à le constitutionnaliser, en tous les cas j'espère. Les effectifs du Parlement ne sont pas constitutionnels. Il y a un maximum en effet, mais qui est très récent, qui est de 2008 je crois, parce que voilà. Mais le reste est d'ordre législatif. Le gouvernement sur le non-cumul dans le temps, je vous propose d'écouter Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement. Je vous ferai réagir après. Écoutez ce qu'il en a dit ce matin à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute. Je rappellerai simplement que c'est un engagement du président de la République dans le cadre de la campagne présidentielle et que le Sénat n'a pas vocation à défaire sur ses bancs ce que les Français ont choisi clairement dans le cadre de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Et que 3 mandats cumulés dans le temps, quand on est maire,
quand on est président d'un exécutif régional, c'est 18 ans. Si on a 18 années pour mettre en œuvre un projet territorial, c'est sans doute pas la 19e année qu'une nouvelle révolution interviendra. Gérard Longuet, le Sénat n'a pas à défaire sur les bancs ce que les Français ont décidé dans les urnes, ce que dit Benjamin Griveaux. Mais les Français, ils ont choisi un président de la République, ils n'ont pas élu un programme. Sinon, il faut supprimer le Parlement immédiatement et nous prévenir. On économisera beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Moi, j'ai un métier, je le ferai et je ne serai pas malheureux pour autant. Non, je pense que sa déclaration est stupide. Elle est même scandaleuse. Elle est même scandaleuse parce qu'il faut quand même se souvenir que j'ai même de la sympathie pour M. Macron. Il est jeune, il est enthousiaste, il a des convictions. Beaucoup de ses convictions sont aussi les miennes. Il est libéral en économie, donc je n'ai pas d'agressivité contre lui. Mais quand il nous dit qu'un homme qui a eu 24-25% des voix au premier tour et qui a été élu très largement parce qu'il combattait Mme Le Pen avec des voix qui venaient sans doute de Mélenchon et la mienne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on ne peut pas dire que ça soit une ratification ligne par ligne de son programme. Il faut arrêter de prendre des gens que pour des imbéciles. Les gens votaient Macron parce qu'ils ne voulaient pas Mme Le Pen et parce qu'il était le meilleur de ceux qui pouvaient battre Mme Le Pen. Mais ce n'est que cela. Ça ne les donne pas le droit d'avoir raison dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il y a un Parlement. Et c'est pour ça que la Constitution a prévu que le législateur a un rôle spécifique, indépendant de l'exécutif. Que M. Griveaux revienne sur ces principaux du droit public. Jean-Yves Lecomte, sur ce qu'on vient d'entendre. Sur les 3 mandats, j'ai plutôt tendance à partager son avis personnel et la proposition que le président de la République a fait pendant la campagne. Mais par contre, il faut en tant que ministre, il serait bien inspiré, et en tant que porte-parole du gouvernement, bien inspiré juste de une confondre. Petite réflexion historique. Non, mais je sais qu'on n'aurait pas eu Clémenceau. On n'aurait pas eu Clémenceau. Mais d'un autre côté, il faut bien avouer qu'il n'y a pas que des Clémenceau au Parlement, et que souvent, effectivement, on a quand même un peu plus il en suffit d'un. Il y aurait eu un juste à Sodome. Ceci étant, je crois qu'en tant que président, en tant que porte-parole du gouvernement, il serait bien inspiré de faire la différence entre le respect de la Constitution, qui est essentiel quand on a une fonction ministérielle, et puis des opinions personnelles, comme celle qu'il a tout de suite émise. Jean-Marc Gabouty. Oui, alors moi, à titre personnel, je suis un petit peu un allergique aux quotas, aux limitations, etc. Donc c'est l'esprit, je dirais, libéral à bien des égards. Ceci dit, dans la proposition qui est faite, il faut faire attention, lorsqu'on fait une proposition, de voir comment elle va s'appliquer et à tous les effets pervers. Les effets pervers, ce sont des gens qui vont aller de fonction en fonction. Ils vont aller de la région au département vers une mairie, d'une mairie vers un mandat de sénateur. Donc on va avoir des effets pervers à ces parcours dans le temps, qui seront des parcours peut-être de plus en plus politisés parce que organisés d'une certaine manière. Donc il faut bien voir que ça ne résout pas tous les problèmes. Et en tout cas pour les maires, moi je suis, sauf peut-être pour les grandes collectivités, au moins pour les petites villes. Ça ne concernera pas les communes de moins de 3 500 habitants, cette limitation du non-cumul même d'emplois. en dessous de 30 000 habitants, je pense des qu'il faudra mandats pas que ça les concerne. consécutifs, il faut aussi le rappeler. Benjamin Morel. Oui, sinon on n'aura plus de maire bâtisseur. J'aimerais revenir un peu sur cette allocution de M. Griveaux. C'est grave, profondément du point de vue, comme vous le disiez, des principes du droit public, des principes de la démocratie. Quand la nouvelle majorité territoriale est arrivée au pouvoir en Corse, qu'a dit le gouvernement? Il a dit, mais vous n'avez pas été élu pour négocier un statut d'autonomie, vous avez été élu pour gérer les compétences qui sont celles de la collectivité de Corse. Moi, je serais tenté de dire la même chose au président de la République. Un président de la République, dans la Constitution, n'est pas élu pour modifier la Constitution. Il intervient dans le processus de révision constitutionnelle, mais son programme n'a pas à contenir a priori une révision constitutionnelle dont il pourrait se targuer pour ensuite dire aux parlementaires et exécuter là. Là, il y a un vrai problème démocratique. Et donc, si des gens ont cru en votant Emmanuel Macron qu'il allait modifier la Constitution et que ça n'arrive pas, eh bien, ils se sont un peu fait berner. Et c'est de leur faute. C'est peut-être de la faute d'Emmanuel Macron et c'est de leur faute à eux. Si Emmanuel Macron avait dit... Nicolas Sarkozy, un an après son élection, avait également fait cette révision mais Nicolas Sarkozy avait une majorité pour le faire. Et il n'a pas exigé, il n'a pas dit aux parlementaires, écoutez, je n'ai pas de majorité, mais comme j'ai été élu, vous devez le faire. Là, il y a une différence. Quand vous avez une majorité, un risque considérable. Vous pouvez le faire. Oui. Et il a pris un risque. C'est passé à quelques voix près. Une voix près, celle de Jack Lang. On l'a rappelé. Toutes les voix Pour revenir un petit peu sur cette question du cumul des mandats dans le temps et de la question du droit d'amendement. On est là sur peut-être deux choses importantes. Parce que, encore une fois, toutes les lignes rouges qui sont celles de la majorité sénatoriale, elles relèvent plutôt de la loi organique. Et donc, on peut penser qu'il est possible d'organiser un référendum sur ce qui relève de la loi organique, mais pas sur ce qui relève de la loi constitutionnelle. La question du cumul des mandats dans le temps,
on n'est pas sûr qu'il ne faille pas de révision constitutionnelle. Donc on n'est pas sûr qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'aval du Sénat. Ensuite, il est certain que si jamais il y a une modification du droit d'amendement dans cette réforme, eh bien on passe par l'article 89. Si on passe par l'article 89, sauf grand problème juridique, on doit passer par l'aval du Sénat. Selon un sondage Kantar Sofres Winepoint pour Public Sénat, 28% des personnes interrogées jugent que le FN est en capacité de participer à un gouvernement. Ils étaient 38 il y a un an. Les explications de Clément Perrault. Premier enseignement de notre baromètre, en un an, les idées du Front National ont notablement reculé, moins 9%. À la question, le Front National est-il capable de gouverner? Seuls 28% des interrogés répondent oui, c'est 10 points de moins. Un chiffre qui met clairement en cause la crédibilité de Marine Le Pen, mise à mal notamment lors du débat d'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. Sa stature présidentielle s'est effondrée. Seuls 16% des sondés verraient en elle une bonne présidente. La chute est implacable. 26% croient en sa capacité à résoudre les problèmes des Français. La baisse est de 10 points. Enfin, les chiffres s'effondrent sur sa capacité à rassembler au-delà de son propre camp. 30% contre 49% 2 ans plus tôt. Les dissensions en interne incarnées par le départ de Florian Philippot pèsent lourd. Son incapacité à nouer des alliances avec Laurent Wauquiez, pourtant à droite des Républicains, achève de faire baisser les chiffres. Sur cette potentielle alliance avec LR, on note que les sympathisants du parti de Laurent Wauquiez sont un peu plus nombreux qu'il y a un an à souhaiter un rapprochement avec le FN. Dans les rangs frontistes, ce chiffre reste stable, mais les sympathisants semblent désormais préférer des alliances de circonstances à une stratégie d'alliance globale. Enfin, seul réconfort de notre enquête pour Marine Le Pen, son leadership au sein du parti n'est pas contesté. 86% des sympathisants la veulent comme candidate en 2022. Un chiffre facilité, il est vrai, par l'absence de rival crédible, à moins qu'un comeback de sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, ne vienne changer la donne. Bonjour Emmanuel Rivière, vous êtes Bonjour. directeur général de Kantar Public France. C'est vous qui avez réalisé ce sondage. On voit aujourd'hui que l'image de Marine Le Pen apparaît fortement dégradée. Comment expliquez-vous cette perception ? C'est effectivement un des enseignements de notre sondage. C'est surtout sur la personne de Marine Le Pen qu'on voit ces dégradations très fortes, de sa capacité à prendre des décisions, sa capacité à rassembler et, in fine, sa capacité à faire une bonne présidente de la République. Et je crois que c'est l'aboutissement en fait, de cette campagne qui a marqué la fin d'un cycle de progression spectaculaire, d'ailleurs, du Front National, qui a été raté sans même attendre, d'ailleurs, le débat d'entre-deux tours, dont Marine Le Pen elle-même a reconnu qu'il n'avait pas été une réussite. Il y avait un problème qui semblait déjà perceptible pendant la campagne, d'un choix des thèmes. D'ailleurs, lorsque l'on étudie dans notre enquête les différentes thématiques qui sont porteuses pour le Front National, il y en a une qui ne l'était pas du tout. C'était l'abandon du franc et le retour à l'euro. Ça, c'était un point sur lequel ça a chopé pendant le débat et même pendant la campagne. Et puis, je crois qu'il y a une autre difficulté du Front National, c'est qu'il y a eu une séquence qui a commencé finalement aux élections régionales et qui a trouvé son aboutissement à l'élection présidentielle, dans laquelle il est apparu que, en fait, ce parti et sa présidente n'avaient pas les clés pour gagner seul, ce qui remettait profondément en cause son positionnement. On va revenir sur cette question des alliances, mais est-ce que ça veut dire aussi que finalement cet échec à la présidentielle, ça efface d'un trait tout son travail de dédiabolisation du Front National ? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que apparemment, oui, au sens où, pendant toute la période où Marine Le Pen était présidente, les gens qui partageaient les idées du Front National, c'était plus de 30%. Et là, brutalement, ça a chuté par rapport à l'an dernier de 9 points pour tomber à 24%. Et pour autant, les idées portées par le Front National sur la question de l'identité, sur la question de l'islam, sur la question de l'immigration, n'ont pas fortement reculé dans l'opinion française. Ce qui a reculé, c'est l'image du Front National, pas tant sur la rediabolisation que sur la décrédibilisation, et notamment la décrédibilisation comme parti de gouvernement. Il y a 10 points de moins sur la question est-ce que vous pensez que ce parti peut un jour participer au gouvernement ? Donc je pense que, d'une certaine manière, les idées du Front National ont diffusé
sinon au sein de la société française, au moins au sein de l'espace politique, mais en même temps, la capacité du Front National à conquérir le pouvoir semble s'être dégradée. Du coup, sa stature présidentielle est extrêmement fragilisée. En 2016, les personnes interrogées estimaient qu'à 22%, elle pourrait faire une bonne présidente. En 2017, 24%. Et là, en 2018, c'est de nouveau la chute, 16%. À quelques jours du Congrès, elle risque d'être un peu bousculée, Marine Le Pen, justement. Je pense qu'elle est déjà bousculée d'une certaine manière. Le départ de Florian Philippot, d'un certain nombre de cadres sont le premier accroc dans ce parti qui était dans une construction de conquête depuis maintenant son arrivée à la présidence. Le fait que son image soit dégradée est sans doute aussi quelque chose qui la fragilise. Après, quand on regarde dans les détails du sondage, c'est partisans, les gens qui se disent proches du Front National continuent à plus de 80%, voire 90%, à la parée d'un certain nombre de vertus. Je pense qu'elle est encore soutenue par les siens. C'est vrai qu'un doute s'est insinué et il y a encore, c'est un peu le verre à moitié plein ou trois quarts plein, 80% des sympathisants du Front National qui pensent qu'elle ferait une bonne présidente, mais dans un parti qui s'est un peu réduit, en avoir 20% qui ont ce doute, constater qu'effectivement, dans notre baromètre pour le Figaro Magazine, elle est devancée par Marion Maréchal Le Pen, ne serait-ce que d'un point, ça pose un certain nombre de questions. Oui, justement, puisque vous en parlez, sur sa capacité à gouverner, on voit qu'elle a perdu 10 points entre l'année dernière et cette année. Elle passe de 38% à 28%. Son avenir, il est perturbé par sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, par la publication des mémoires de son père, mais aussi, on le disait, par le mouvement patriote de Florian Philippot. Au-delà de ça, je pense que d'ailleurs, l'avenir, il est perturbé, peut-être ouvert par le fait qu'on est toujours dans un schéma de recomposition politique. Ce schéma, il a commencé avec Emmanuel Macron et avec En Marche par le centre, mais il se poursuit de proche en proche. Et c'est toute la question qui est posée finalement, c'est quel est l'avenir du Front National? Et cet avenir, on l'a étudié dans cette enquête aussi à travers la question du changement de nom, dont on voit qu'il peut être 59% des personnes sondées y sont favorables. Ça va peut-être s'appeler les nationaux, nous dit-on. 59% des sympathisants du Front National. Parce qu'à vrai dire, les autres, ils s'en fichent un petit peu du nom du Front National. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir au moins dans l'électorat, c'est plus compliqué peut-être chez les militants et les noyaux durs, les militants historiques, mais les électeurs se disent peut-être qu'il y a là quelque chose. Et ce changement de nom... On peut imaginer qu'il ne sera pas que cosmétique, qu'il pourra être aussi un changement de positionnement. D'ailleurs, Marine Le Pen a évoqué elle-même cette question, qui est une question clé, qui est celle des alliances. Ouais, elle le dit, ce changement de nom est indispensable pour nouer de potentielles futures alliances, élargir sa base électorale. Pourtant, quand il s'agit de rassembler au-delà de son propre camp, là aussi, elle est en chute, Marine Le Pen. Oui, et c'était un peu, d'ailleurs, sa marque de fabrique par rapport à... Elle a beaucoup été comparée, quand elle est devenue présidente, à son père. Et on la jugeait plus aimable, plus sympathique, plus ouverte, moins sectaire. Et donc, n'ayant pas non plus ces déclarations qui renvoyaient à l'ancien antisémitisme de l'extrême droite. Donc, de ce point de vue-là, elle avait apporté quelque chose. Et ça n'a pas été totalement démenti. C'est plus, d'ailleurs, un décalage sur un certain nombre de thèmes. Et c'est vrai que Marine Le Pen s'est beaucoup acharnée sur la thématique de l'UMPS, de rejeter dans un même bloc les deux grands partis de gouvernement. Là, la donne a tellement changé qu'il pourrait y avoir des ouvertures. Et quand on pose la question d'ailleurs aux sympathisants du Front National, ils restent majoritairement favorables à l'idée qu'il puisse y avoir des alliances avec les Républicains. Et c'est d'ailleurs un point important de cette enquête où on voit que tout recule, tout, sauf une proportion. C'est la proportion de sympathisants des Républicains qui pensent qu'il pourrait y avoir une alliance avec le Front National. Ils sont minoritaires, certes, mais c'est 40 et quelques %, 43 dans cette enquête. Mais finalement, c'est assez stable par rapport à l'an dernier. Ce qui laisserait entendre qu'il pourrait y avoir un défi posé à la fois au Front National sur son avenir, avec un nouveau nom, mais peut-être aussi aux Républicains et à Laurent Wauquiez sur les raisons, finalement, de s'allier ou de ne pas s'allier avec un parti qui aurait changé un petit peu son nom, voire quelques dogmes. En conclusion, c'est l'émergence du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron qui a complètement bousculé ce corpus idéologique? Ça remonte même un peu plus loin, parce qu'en fait, nos différentes études montrent bien qu'il y avait un bouleversement des bases politiques, des points de repère politiques des Français, avant même l'émergence d'Emmanuel Macron. Effectivement, c'est le cœur du séisme, c'est incontestablement l'émergence d'En Marche et d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'on n'en a pas fini, à gauche comme à droite, d'ailleurs, pour reprendre vos précédents débats, avec la recomposition du paysage. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues.
Ma question s'adresse à la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. En cette journée internationale des droits des femmes, je souhaite évoquer la question des moyens mis en œuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans son discours du 25 novembre 2017, le chef de l'État déclarait vouloir faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Il s'engageait alors à donner la priorité à la lutte contre les violences faites aux femmes et annonçait une hausse de 13% des crédits dédiés. On peut s'en étonner, mais cette politique publique repose essentiellement sur des associations et sur le dévouement de leurs bénévoles. Ces associations remplissent des missions de service public. Or, force est de constater que les financements qui leur sont alloués sont non pérennes et souvent insuffisants au regard de l'ampleur des besoins. La libération de la parole a suscité une forte attente avec un nombre croissant de plaintes de victimes à traiter. Chaque femme est en droit d'attendre un traitement identique de sa plainte, qu'elle habite en ville, dans les territoires ruraux ou dans les territoires d'outre-mer. Or, comment mener une vraie politique publique en s'appuyant sur des subventions à la fois incertaines et à géométrie variable selon les territoires? Pouvez-vous, en cette journée du 8 mars, Madame la Ministre, détailler les clés de financement attribuées aux violences faites aux femmes? Car n'oublions pas que derrière chaque femme victime de violences, il y a également des familles et des enfants victimes. Notre société doit être une société de respect où femmes et hommes progressent ensemble. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, vous l'avez rappelé, le Président de la République a décrété grande cause nationale du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes. En termes de moyens, il y a des augmentations substantielles puisque nous sommes à près de 30 millions pour le programme 137, donc en budget propre, qui est quasiment à 100% consacré au financement des associations. C'est le seul programme du budget de l'État qui est consacré presque en intégralité à la subvention des associations et à 420 millions d'euros en interministériel. Vous l'avez très bien décrit, Madame la sénatrice, actuellement et depuis des années, la situation, c'est que des associations ou des élus locaux ou la société civile est moteur en termes de droits des femmes et que l'État suit en soutenant ou en subventionnant ou en ne subventionnant pas. Nous, notre politique, c'est de dire que l'État doit reprendre la main. Les droits des femmes, c'est la compétence de l'État. Donc c'est l'État qui doit être de nouveau moteur, locomotive, impulser les politiques publiques et reprendre ses responsabilités. Un exemple, l'accompagnement des femmes vers les plaintes sont actuellement très majoritairement assurés par des associations. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué qu'une plateforme serait créée pour que ces femmes puissent parler en ligne, en direct, avec des policières et des policiers, afin que l'État puisse les accompagner dans la plainte et ensuite dans la judiciarisation. Par ailleurs, 5000 places d'hébergement d'urgence vont être réservées au cours de l'année pour héberger justement les femmes qui sont victimes de violences. Et en termes de subventions, moi je ne peux pas vous laisser dire, Madame la Présidente de la délégation, que les subventions sont incertaines. Vous savez qu'il y a des CPO, des contrats de subvention qui durent plusieurs années, jusqu'à 3 ans, donc qui sont certaines. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu un seul euro de baisse de subvention de l'État pour les associations nationales de lutte pour les droits des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles en particulier. Mais nous allons revoir ça à partir du mois d'avril avec notamment de nouveaux appels à projets. J'ai installé un groupe d'experts qui est chargé d'expertiser justement les subventions et les associations devront leur remettre des dossiers et pourront voir leurs subventions augmenter si besoin en est. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Josiane Costes pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Madame la Garde des Sceaux, nous savons tous que la protection judiciaire de la jeunesse exerce une mission essentielle dans des conditions difficiles pour prendre en charge les mineurs délinquants et les aider à se reconstruire et à s'insérer dans la société. Parfois aussi, il revient à la société de donner un accompagnement plus personnalisé à ces jeunes, y compris en les plaçant dans des centres éducatifs fermés, afin de mieux prévenir la récidive et les intégrer à un parcours éducatif. Sur ce plan, il reste encore des progrès à faire pour mieux prendre en compte les spécificités de la délinquance des jeunes filles mineures.
Il n'existe en France qu'un seul centre éducatif fermé réservé aux adolescentes. Or, la mixité peut être ici véritablement problématique, alors que cette période de la vie est déterminante pour la construction du futur adulte. Ainsi, trop souvent, ces jeunes filles sont placées dans des établissements pénitentiaires pour femmes qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques, malgré le dévouement et le travail remarquable des personnels. Madame la garde des Sceaux, les besoins sont réels, vous le savez, mais il nous faut une volonté politique. Ma question est donc simple. Envisagez-vous de développer la création des centres éducatifs fermés adaptés aux jeunes filles mineures? Sachez, dans tous les cas, qu'en tant qu'élue du Cantal, je suis prête à travailler avec vous pour accueillir une telle implantation sur mon territoire afin de donner une nouvelle chance à ces jeunes femmes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Coste, les centres éducatifs fermés qui ont été créés en 2002 sont aujourd'hui au nombre de 52 sur le territoire national. Ils constituent, vous le savez, une alternative à l'incarcération. Ils permettent d'apporter une réponse contenante pour les mineurs qui sont les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves. Ils répondent ainsi à la fois à une forte demande sociale de contrôle et de sécurité, et leur pertinence en matière de prévention et de prévention de la récidive a également été soulignée par de très nombreux rapports et elle est appréciée par les magistrats. Ces établissements sont donc bien identifiés par les juridictions qui en expriment régulièrement le besoin. Le président de la République, vous le savez, dans sa campagne électorale, a fait part de sa volonté de mettre davantage de centres éducatifs fermés à disposition des magistrats et des jeunes qui soient répartis sur l'ensemble du territoire. J'ai donc pour perspective de créer 20 nouveaux centres éducatifs fermés et il est actuellement envisagé que l'un d'entre eux soit dédié à la prise en charge des jeunes filles dans le cadre de ce programme. Il n'existe en effet aujourd'hui qu'un seul centre éducatif fermé dédié à des jeunes filles qui se situe à Doudeville dans le département de la Seine-Maritime. En 2016, les centres éducatifs fermés, il faut le souligner, n'accueillaient que 6% de filles contre 94% de garçons. Et donc la perspective dans laquelle nous nous situons répondra au moins pour partie à cette problématique. À ce jour, je rappelle toutefois que la mixité n'est pas un handicap et que si elle est bien régulée, elle peut être une solution également tout à fait satisfaisante. Nous ne savons pas au moment où je vous parle quelles seront exactement les localisations choisies pour implanter ces nouveaux centres éducatifs fermés, puisque les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse doivent nous adresser leurs propositions en ce sens, mais j'ai bien compris que le Cantal était un lieu peut-être candidat à cette localisation. Merci Madame la Ministre. Madame Coste, vous souhaitez répondre à Madame la Ministre ? Merci Madame la Présidente. Oui, il est indispensable de mailler le territoire par ces centres éducatifs fermés parce que les jeunes filles mineures délinquantes du sud de la France sont coupées de leurs liens affectifs étant donné que le centre éducatif fermé pour jeunes filles est à Doudeville en Normandie. Voilà le sens de ma question. Merci beaucoup. Merci chers collègues. La parole est maintenant à Madame Michèle Gréaume pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. La Journée internationale des droits des femmes rappelle chaque année l'actualité de l'égalité entre hommes et femmes. Ce 8 mars 2018 restera marqué par la mise au grand jour salutaire des violences faites aux femmes dans la sphère privée ou publique. La parole enfin libérée montre que nous ne sommes hélas pas dans le domaine de l'exception. C'est particulièrement vrai sur les lieux de travail. Une femme sur 5 est victime de violences sexistes ou sexuelles. S'il y a bien obligation pour l'employeur d'agir, prévenir et sanctionner, la réalité froide et cruelle est tout autre. Nous savons aussi qu'il ne peut y avoir de recul du harcèlement sans recul des inégalités économiques et sociales. Les femmes les plus menacées sont parmi les plus précaires, les plus isolées. Question sociale et émancipation féminine sont totalement liées. La très grande majorité des femmes fait partie des minima sociaux. Les premières victimes aussi des temps partiels imposés. Et que dire des insupportables inégalités salariales? Une étude réalisée à la demande de la Directe Hauts-de-France indique que cela représente un grand écart de près de 300 000 € sur toute une vie de travail.
Plus encore, ces inégalités salariales entraîneraient un manque à gagner estimé à 246 milliards d'euros de pertes en revenus et cotisations de toutes sortes. De quoi remettre en cause très fortement ces vieilles croyances, pour ces vieilles politiques, que le progrès social serait néfaste au progrès économique. C'est tout l'inverse. L'égalité homme-femme est la grande cause nationale du quinquennat ? Très bien. Mais au-delà des effets d'annonce, quels moyens humains et financiers allez-vous mettre en œuvre? Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous avez évoqué deux sujets essentiels pour les droits des femmes. Le sujet des violences sexuelles et sexuées au travail et le sujet de l'égalité salariale. En ce qui concerne les violences sexistes et sexuées au travail, nous avons recueilli les propositions des partenaires sociaux dans le domaine du secteur privé. Et hier, avec le Premier ministre, avec le secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons convenu de travailler sur plusieurs pistes dans les 6 à 7 semaines qui viennent pour aboutir à des propositions dans ce domaine. Les pistes sont notamment sur l'information, la formation, la création de référents et les sanctions. Pourquoi la formation? C'est très important que les élus du personnel, que les responsables de ressources humaines, de médecine du travail, que l'ensemble des acteurs de la vie de l'entreprise puissent savoir comment accueillir des femmes qui aujourd'hui n'osent peu ou ne posent pas assez parler. Et c'est pour ça que nous mettrons aussi avec eux des systèmes de référents. Mais il faut aussi sensibiliser l'encadrement, l'ensemble des élus du personnel et l'ensemble des salariés de façon générale, car c'est le sexisme ordinaire crée le terreau des violences plus graves qui peuvent se passer dans l'entreprise. Dans le secteur public, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec le secrétaire d'État à la fonction publique, ont annoncé il y a quelques jours un plan ambitieux aussi sur ce sujet, car ça concerne, comme vous le savez, aussi bien le secteur public que le secteur privé. En ce qui concerne l'inégalité salariale, vous avez raison de dire que, 1, il est inacceptable, et 2, que c'est évidemment d'abord un sujet d'équité, de justice sociale, mais c'est aussi finalement un aveuglement sur le plan économique, car encore ce matin, avec le président de la République, nous étions dans une entreprise qui démontrait que lorsqu'on s'attaque au sujet, qu'on règle et qu'on progresse en matière de mixité, l'entreprise est plus performante. Donc il faut le faire d'abord pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons économiques. Et avec les partenaires sociaux, nous allons travailler très étroitement sur ce sujet dans les semaines qui viennent. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 10 secondes pour la réponse à Madame la Ministre. Le compte n'y est pas. J'insiste sur le lien entre questions sociales et lutte contre le harcèlement et les violences. Un exemple concret. Avec la Casse du droit du travail que votre gouvernement a organisée, les CHSCT, instruments nécessaires de la lutte contre les violences au travail, ont été supprimés, ce qui précarise encore plus les femmes. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste et républicain. Chers collègues. Attendez. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Cette question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Madame la Ministre, l'égalité est un droit. Et c'est bien celui-ci que des milliers de Françaises réclament encore aujourd'hui en cette journée internationale des droits des femmes. Lundi, vous annonciez aux Françaises et aux Français un Big Bang sur la formation professionnelle. 3 jours plus tard, vous présentez un plan ambitieux pour lutter contre les inégalités salariales et professionnelles, tandis que dans le même temps, le président de la République fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause nationale du quinquennat. Depuis 9 mois et en toute matière, les réformes succèdent aux annonces et les projets aux déclarations avec l'idée affirmée que tout serait à faire et que rien n'a été fait. Ce passé, quel est-il? Celui d'un ministère de plein exercice, animé avec ferveur et passion par ma collègue Laurence Rossignol, voici encore quelques mois, devenu un modeste secrétariat d'État doté du plus petit budget qui soit 0,006%. Quel progrès pour l'égalité des femmes! Cette égalité, vous le savez, Madame la Ministre, existe encore moins qu'ailleurs lorsque l'on s'intéresse à la rémunération du travail salarié. Selon votre propre ministère, l'écart moyen entre les femmes et les hommes s'élève en France à 25,7%, tout temps de travail confondu, et à 9% à poste et expérience équivalents. Alors que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école, elles occupent ensuite des postes à moindre responsabilité. En raison des inégalités de carrière, les femmes partent à la retraite 1 an plus tard que les hommes, avec des droits moins importants.
Cette situation est pourtant illégale parce qu'elle est une discrimination liée au sexe, interdite depuis 1982, et parce qu'elle contrevient au principe de à travail égal, salaire égal, prévu par le Code du travail depuis 46 ans. Je désire donc savoir quelles mesures vous entendez prendre pour assurer réellement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et pourquoi attendre 2022 pour les mettre en place. En Islande, la contrainte législative a été immédiate. Quel financement allez-vous pouvoir consacrer aux mesures nécessaires à la réalité de cette égalité? J'ajoute, Madame la Ministre, qu'il est bientôt 15h40. Il faut conclure. Je conclus. Heure à laquelle les femmes cessent d'être payées chaque jour sur la base d'une journée standard. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de marquer notre solidarité avec nos sœurs espagnoles aujourd'hui en grève et les associations féministes mobilisées dans tous les pays. L'égalité hommes-femmes, c'est maintenant. L'égalité des salaires, c'est maintenant. Les femmes aux responsabilités, c'est maintenant. Bravo. Madame la Ministre, Muriel Pénicaud, pour la réponse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Conway-Mouret. Alors j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Alors j'ai un point de désaccord majeur. Je pense que ma collègue Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité des droits des femmes, rattachée directement au Premier ministre, n'est pas modeste. Elle est extrêmement mobilisée et elle a un talent particulier, c'est qu'elle nous mobilise tous auprès du Premier ministre. Nous étions 16 ministres ce matin sur ce sujet et ça c'est exceptionnel. Le point d'accord, c'est que pour l'égalité salariale, nous sommes dans un échec collectif. La loi qui oblige à l'égalité salariale, travail égal, salaire égal, à 45 ans. Alors je ne vais pas faire de la polémique. La faute à qui? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et du coup, c'est un peu personne. Et le problème, c'est que ça devienne tout le monde pour qu'on résolve la question. C'est pour ça qu'en ce qui concerne l'égalité salariale et les droits entre les femmes et les hommes, nous avons deux combats. Il y a un combat de long terme qui est le choix des métiers, les stéréotypes. Pourquoi les femmes vont tel métier, qui sont moins rémunérées, moins valorisées, le plafond de verre dans l'entreprise, la gestion des ressources humaines, le plafond de verre intérieur qui fait qu'elles n'osent pas postuler, l'implication des dirigeants. Tout ça, c'est du travail de long terme avec les partenaires sociaux, nous disait-on. Mais il y a quelque chose sur lequel nous voulons vraiment en finir d'ici la fin du quinquennat, dans le cadre de la grande cause du quinquennat. C'est l'inégalité salariale irréductible pour l'instant des 9% où les femmes et les hommes ont le même travail et où elles n'ont pas le même salaire. Ça, c'est un scandale de la République. Je sais que tout le Sénat est d'accord sur le fait que c'est une situation inadmissible. Alors la question, c'est comment faire? Parce que tout le monde y a essayé, hein. Et nous avons après beaucoup concerté, nous avons proposé aux partenaires sociaux, nous en discuterons dans les semaines qui viennent, 4 leviers. 1, un outil de mesure, un logiciel facile, gratuit pour mesurer. 2, des enveloppes dédiées dans la négociation annuelle des salaires pour le rattrapage salarial pour que d'ici 3 ans, ça soit réglé. 3, l'implication des dirigeants au niveau du conseil d'administration pour la prise de conscience. Et 4, un renforcement des contrôles avec le passage de 1 700 à 700 000 contrôles de l'inspection du travail par an. Je compte sur vous pour nous aider.